Bonsoir, merci d'être tous venus et désolé pour le souci technique. Voilà. Je pense que pour commencer, on va demander à l'association des élus de se présenter. On va demander pourquoi en fait elle a fait cette vidéo, dans quelle démarche et quel rapport en fait, quelle corrélation il y a entre ces vidéos et notre sujet de ce soir en fait qui est autour de l'éducation. Et puis après, je pense qu'on demandera à nos invités de faire un petit tour de table, se présenter. On lancera un débat. À l'origine, c'était surtout un constat, c'était souvent un constat psy en fait. C'était que depuis que je travaillais sur ces questions, je me rendais compte qu'il y avait énormément de personnes que je croisais, soit dont les parents, soit qui avaient migré elles-mêmes, soit dont les parents avaient fait la migration, soit les grands-parents avaient fait la migration. Et en fait, on avait des petits soucis dans nos têtes à gérer notre construction identitaire, à gérer notre place dans la société française. Et du coup, le constat, en fait, c'était qu'il n'y a aucun espace, notamment dans le système scolaire et le domaine scolaire, où on peut aborder ces questions au moment où elles commencent à nous arroser, et notamment du coup à l'adolescence, puis à la lycée. Et du coup, le premier objectif de l'association, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut amener cette question, notamment à l'école. C'est à partir de cette idée-là qu'on a limité différentes activités. Et en fait, mais donc principalement, en fait, on essaie d'organiser des ateliers, des formations à destination d'adolescents, adolescentes et d'adultes qui seraient passifs de cette situation. Et du coup, on va travailler en fait de supériorité qu'on engrange les tout petits, de lycées généraux et professionnels sur les 3 académies franciliennes. Et comment en fait les rapports de domination, qu'ils soient racistes, classistes, sexistes, hétérosexistes, etc., comment ils sont à l'œuvre dans l'espace scolaire et puis comment ils sont questionnés ou pas, encore une fois. Ils ont été posés en fait des questions sur la discrimination. Et ils ont récolté en fait plein de matières et du coup dans les vidéos, en partie ils retranscrivent la matière qu'ils ont été récoltée tout au long de l'année et dont on a parlé ensemble dans les ateliers. Et du coup en fait dans les vidéos, on leur a demandé de re-raconter des histoires qu'ils avaient soit vécues personnellement, soit qu'on leur avait racontées pendant le projet. Et du coup c'est comme ça que la matière est venue. Voilà. Je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Le Corbusier Aubervilliers. Et puis sinon par ailleurs je suis militant. Je suis militant sur tout ce qui touche le cours de langue, quartier populaire. D'accord. Tu as une vision particulière à proposer quel est ton travail en fait sur la thématique, ton travail de militant par exemple? Au sein du lycée? Oui, en général, pourquoi en fait c'est une thématique qui t'intéresse? La question de discrimination, c'est de toute façon d'ailleurs par ailleurs je suis militant, mais bon après moi la marge de manœuvre dans les établissements, dans l'éducation nationale est très réduite comme elle est vraiment pas du tout, on n'a aucune marge de manœuvre, c'est même pas possible, je suis assez étonné par rapport aux vidéos. Après j'ai l'impression, peut-être je vais vous poser une question, mais est-ce que vous pouvez poser la question des discriminations d'un point de vue institutionnel? Par exemple, la loi sur le foulard, par exemple, de 2004, qui est une loi raciste, qui visait les jeunes filles voilées. Ça par exemple, est-ce que vous pouvez le poser? Parce que en fait j'ai l'impression que c'est des discriminations, c'est du témoignage, ce que les enfants, ce que les élèves ont vécu, peut-être même par rapport à d'autres élèves, c'est ça? Entre eux, etc. Mais est-ce que ça vous pouvez le proposer? Parce que je l'ai pas vu, il me semble. C'est-à-dire est-ce que vous pouvez venir par exemple et poser cette question-là? Par exemple, parce qu'une fille pourrait dire ça en fait. Une fille qui porterait le foulard par exemple et qui aurait été discriminée par rapport à ça. Parce que moi de mon expérience c'est impossible. C'est un des corps les plus réactionnaires qui existe dans la société, les profs. C'est très compliqué. Sur la question du racisme, c'est pratiquement impossible de l'aborder avec des professeurs. À part si c'est pour dire mais tout le monde est raciste, tout le monde se discrimine les uns les autres et tout. Enfin bref, tout le truc un peu. Ça après peut-être on peut. Nous, c'est pour ça que je dis que ce sera peut-être des réactions. On peut partager quelques-unes des réactions qu'on a en effet recueillies parmi les profs et enseignantes d'histoire-géographie. Dans un collège à Créteil. Je suis militante afroféministe et puis pour l'essentiel, j'ai un blog. Aussi ce qui a trait aux problématiques inhérentes au quartier populaire. La marge de manœuvre est faible
il y a quand même toujours, un processus dialectique entre la fonction de reproduction et des processus émancipateurs qui peuvent être quand même par l'enseignement même ou par les questions pédagogiques. J'ai eu l'impression, par exemple dans le film, quand on parle de profs qui ont plutôt des attitudes racistes, on voit qu'il y a une pédagogie derrière aussi, puisqu'on parle de fond de la classe. S'il y a un fond de la classe et que par ailleurs, pour une autre prof qui est considérée comme non raciste, elle les fait travailler en groupe. Donc il y a sans doute des enjeux pédagogiques et des pédagogies plus émancipatrices que d'autres et plus aptes à permettre d'avancer dans la conscience et dans l'expression d'une lutte antiraciste. Et le fait que l'éducation nationale permette aux égaux de faire des clips dans lesquels l'attitude raciste de certains profs est évoquée, moi ça m'a beaucoup surpris aussi au départ. Bon, ça veut dire que la marge, il y a quand même, il y a quand même une marge de manœuvre. On peut dire la même chose. On peut dire la même chose sur les réformes récentes, sur le travail sur les compétences par exemple, ou Netanyahou qui dit que tous les Juifs de France ont peur et qu'ils doivent rejoindre l'État d'Israël. On n'a pas de leçon à donner, de leadership à exercer sur cette construction d'un nouvel antiracisme. On a publié récemment un petit bouquin qui s'appelle « Une parole juive contre le racisme », dans laquelle on aborde ces questions. On arrive plutôt en soutien à des choses qui existent. Quand on a sorti ce bouquin, on l'a sorti dans une réunion commune. Dans un lycée dans le 16e arrondissement. Je suis aussi co-auteur d'un livre qui s'appelle Les Gadevilliers de milieux scolaires dans les pays scandinaves et aussi créateur d'un média local au sein de la ville de Villiers-sur-Marne. Et la question c'était quoi après? Non, tu d'abord sur un cours où tu avais quelque chose à proposer aussi. C'est sur les décrochage scolaire. Qu'est-ce qui participe à ça en fait dans nos quartiers? Au-delà de la discrimination Tu peux aussi prendre la parole. Je sais pas. Moi je n'ai pas de réponse. Tu n'as pas de réponse sur ça? Tu travailles sur une méthode particulière, je crois, non? Mais quelle était la problématique que tu as identifiée pour pouvoir proposer ce genre de... La problématique, c'est que moi j'aime pas l'école. Déjà de base, moi j'ai toujours eu des problèmes à l'école. Et je ne veux pas faire subir aux élèves ce que moi j'ai subi. Ça veut dire le prof avec le bâton derrière, toujours derrière. Je préfère qu'on fasse des choses ensemble. Les histoires de devoirs, j'en donne pas du tout, à part pendant les vacances. C'est-à-dire parce que c'est une charge, ils ont des sacs à dos et qui pèsent 30 kilos. À quoi bon sert? À quoi bon sert? Et si j'ai connu du racisme à l'école, oui, j'en ai connu. Dans son lycée, Max en moi. Je l'ai connu, mais je l'ai reconnu qu'aujourd'hui. Je l'ai reconnu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec du recul. Pourquoi? Parce que j'avais deux classes. Il y avait deux classes de première. STT. Et STMG, il me semble. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait une classe de noirs et une classe de blancs. Comme je disais à Mamadou. Et en termes là, il y avait même la classe des noirs, la classe des blancs, la classe des redoublants. Donc, moi j'étais dans la classe des blancs parce qu'il fallait mettre un peu de couleur. Avec un ami qui fait de la danse, lui aussi c'était le deuxième nègre. Voilà. Et j'étais assez turbulent dans cette classe. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, peut-être qu'il faut le mettre avec les noirs. Donc on m'a sorti de cette classe de blanc, on m'a mis avec les noirs. Mais c'était super, nous on s'en rendait pas compte, on était contents parce que j'étais avec mon collègue de bâtiment d'en face, c'était marrant, c'était cool. Et on faisait même des matchs de foot, des noirs contre les blancs. Nous on savait pas, En fait c'est très simple de faire une classe, c'est très simple, il faut juste regarder les noms de famille. Quand on a un nom de famille à connotation française, ça peut être en entier, c'est pas grave, on peut le mettre avec les blancs, ne me dérange pas. Moi j'ai peut-être un nom d'arabe, je sais pas quoi, je suis avec les noirs et les arabes. Et donc voilà la classe que j'avais. Et ça joue ça en fait sur le fait de pas aimer l'école ou pas du tout? Est-ce que ça joue sur des décrochages scolaires? On était tous des décrocheurs dans ma classe. De toute façon, oui. On était tous des décrocheurs. Racial trauma, donc c'est les traumas raciaux, et l'impact que ça a sur les enfants racisés.
Et en fait, toutes les études ont été faites notamment sur la question des sanctions, des exclusions, du traitement au sein de la classe, le type de microagression que du coup il y a évidemment une corrélation entre l'expérience répétée de trauma liée à l'expérience quotidienne du racisme et le décrochage, parce qu'en fait on est dans un environnement adverse, on est dans un environnement d'adversité, et ça on n'a pas d'études qui le montrent aussi clairement en France, mais les contextes sont extrêmement similaires, et on sait aujourd'hui que quand on est un élève racisé, alors en l'occurrence que ce soit, alors après il peut y avoir d'être un élève racisé dans une classe ou dans un établissement majoritairement blanc, c'est une chose, mais le fait est que nous, de notre expérience, même dans les établissements scolaires où il va y avoir une majorité de minoritaires, du fait des profs qui sont majoritairement blancs, en fait ils se retrouvent malgré tout c'est ça le problème. ils se retrouvent dans un contexte d'adversité du fait de leur assignation identitaire. On est passé dans les classes de 3e pour proposer le projet, et du coup les jeunes qui sont là, ils étaient volontaires pour participer au projet. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'en fait chaque enfant, élève, adolescent, en fait ils ont une intuition. Ils savent que l'école est contre eux. Il y a un beau texte là qui est sorti de Diarra Toukébé et de Fatima Ouassak, ils l'ont titré "L'école c'est la guerre". Et franchement ça c'est bien. C'est ça, l'école c'est la guerre en fait. Et on le sait tous, on l'a su quand on était élève, on le sait là, moi je le vois encore plus quand je suis prof, je suis à l'envers du décor. Et donc en fait tu sais que ta langue va être stigmatisée. Tu sais que les explications culturalistes sur les familles trop nombreuses, polygames, ou c'est l'islam, ou le petit garçon qui est toujours privilégié par rapport à la fille, enfin, tous les stéréotypes, etc. On sait qu'à chaque fois c'est ça comme explications qui sont données sur le décrochage, sur l'échec, etc. Donc on le sait que quand on y va, c'est la guerre. Les enfants, ils intériorisent ça, mais les parents aussi. Moi je sais que voilà, mes parents m'ont appris à toujours certes se faire petit, ne pas faire de bêtises, réussir à l'école, mais en même temps toujours dans l'idée de la crainte. Parce que voilà, on savait que l'institution scolaire, elle peut te broyer. Et combien on en a vu, nous, de certains d'entre nous qui ont été broyés. Et qu'en fait, nous, on est l'exception en réalité. On a vraiment été l'exception. Moi, si je prends ma génération, à Banelé où j'ai grandi dans le quartier de Lannou, on est peut-être 3 à avoir réussi le bac. Et je parle même pas de l'enseignement supérieur. Après, je dis pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi. Mais en tout cas, je sais que l'école les a tués, les a complètement broyés. Ça serait vraiment long à expliquer. Bref, il y a eu des Abdelmalek Sayad qui a beaucoup travaillé sur les enfants algériens à l'époque sur l'école. Il a montré comment ils étaient vraiment réduits à rien. Et c'est ce rapport-là de défiance, en fait, vis-à-vis de ces enfants-là. Et le vrai problème, c'est que ces profs, moi, de ce que j'ai pu voir, enfin, à l'époque, je le sentais, maintenant, de ce que je vois là, c'est qu'en fait, c'est des missionnaires. En fait, ils se voient comme des missionnaires, comme à l'époque des colons, vraiment. C'est vraiment pas une caricature. C'est que c'est des jeunes, souvent des jeunes profs, qui arrivent soit du Jura, soit de Dordogne, je sais pas, Badou, de la Creuse, j'en sais rien, qui ont eu leur concours, et en fait, ils sont parachutés dans des REP. Les REP+, c'est l'ancêtre des Z. Et en fait, eux, ils se sont investis d'une mission civilisatrice. Ils pensent vraiment qu'il faut nous civiliser. Ils en sont persuadés. Et quand je vous le dis, les explications culturalistes, là, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Hakim, il est turbulent parce que, voilà, c'est chez les musulmans, vous savez, les garçons, ils ont un statut particulier. Donc je dis, ou les choses sur les polygamies, ouais, les parents des missionnaires, alors qu'on sait tous que les parents dans les quartiers populaires, ce sont ceux qui sont ils sont plus qu'ils donnent tout. Ils y laissent de leur santé, ils se lèvent à des heures pas possibles pour leurs enfants, etc. On le sait tous ça. Et donc c'est vraiment, ça vient de là, ça vient de ce corps enseignant et de l'administration qui est vraiment en guerre permanente contre les élèves. Ce que tu disais, tant mieux aujourd'hui je ne vais pas, etc. Ça c'est tout le temps ça c'est clair. Dès qu'on peut se débarrasser d'un élève, on le fait. Ça c'est clair et net. Hein. Et le collège où mon fils va, eux ils font tout. Quand un élève ne rentre pas dans leurs critères, ils font tout pour les perdre. Ouais. Et de mon vécu propre et de ce que j'observe en tant qu'enseignante, c'est que c'est vrai qu'il y a une véritable déshumanisation des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas perçus comme des enfants, quoi. C'est des Noirs, c'est des Arabes, c'est-à-dire que les sentiments qu'ils éprouvent, ils sont complètement niés. Ils n'ont pas le droit d'être en colère, ils n'ont pas le droit d'être en mauvaise humeur, c'est forcément des futurs délinquants. C'est forcément des filles noires sauvages, c'est forcément... Voilà, donc c'est vrai que je suis tout à fait d'accord qu'il faut appuyer sur ce poids-là des professeurs, sur tous les construits racistes qui vont jouer sur leur rapport avec les élèves et qui est d'une violence
Et même, pas que avec les élèves, puisque même avec les collègues racisés, on subit bien, quoi. Et quand tu parlais de marge de manœuvre, moi je me dis même par rapport à ma propre histoire, où on subit justement ces agressions quotidiennes quand tu as fait l'école en France et après tu essayes de t'en sortir, tu es dans une forme de résilience. C'est-à-dire qu'on essaye de faire comme si, oui, on était parano ou quoi. Et moi, en fait, c'est très étrange, mais depuis que j'enseigne, je me revois face à toutes ces situations. Et là, en tant que militante, ça me permet justement d'agir. Mais c'est aussi violent pour moi, quoi. Et c'est vrai que je me pose beaucoup la question, et d'où l'intérêt d'avoir ce genre de conférences, de rencontrer d'autres personnes. C'est voilà, comment agir face à une institution qui nous fait la guerre, quoi. Et où on se positionne aussi en tant que professeur racisé et quand on est militant. Est-ce qu'on ne perpétue pas justement ces rapports de domination ou à quel moment... Qu'est-ce qu'on peut faire? Et même quand des parents nous sollicitent, moi personnellement, voilà, j'ai été contractuelle, là je suis en fin titulaire, là ça fait 2 ans. Voilà. Et en sachant que, étant contractuelle, on va dire de naissance, cette culture-là, ont déjà un train de retard. Donc on dit décrochage, alors que, étant donné qu'ils ont déjà le train de retard, en fait ils ne sont pas du tout sur le même wagon, on va dire. Et du coup, c'est vrai que voilà, depuis quelques années, en gros les années Payon, Najat, tout ça, on est sur les questions de décrochage, mais au-delà de ça, on ne se pose pas la question de d'où viennent ces enfants-là, et c'est là où je suis d'accord avec Mani quand tu dis qu'on déshumanise. Nous on nous dit souvent, et puis surtout aux SP quand on nous forme, on nous dit ce sont des élèves. Puis pour pousser l'hypocrisie encore plus loin, ce sont des petits élèves français, sauf que le premier jour de la rentrée, on leur demande d'où ils viennent. Mais bon, c'est... voilà. Et du coup, c'est très compliqué. Moi, je peux pas, j'ai pas la prétention d'apporter des solutions à tout ça, mais sur la question du décrochage, pour moi, on ne peut pas non plus faire porter cette responsabilité à l'école seule, parce que nos gamins qui arrivent, ils arrivent avec une histoire pour la plupart, et puis surtout dans ces zones, en RED+, ils arrivent avec des histoires qui sont... ils sont pas faits, entre guillemets, pour l'école. Ils n'ont pas été formatés pour l'école. Donc ils reviennent d'encore plus loin. Et pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question des discriminations, moi j'ai regardé une des vidéos, et ce qui est dommage, comme nous disait Youssef tout à l'heure, c'est qu'on ne parle pas de la discrimination institutionnelle du tout. Et par ailleurs, on fait même semblant de croire qu'un gamin qui dit à un autre « toi tu es portugais, tu vas finir maçon », c'est de la discrimination. C'est pas de la discrimination parce que le gamin qui dit ça, il n'est pas en mesure de discriminer son camarade. On ne dit pas que c'est moins grave, mais voilà, ce sont des stéréotypes. C'est pas systémique, et puis surtout, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Et c'est en ça que je trouve ça quand même un peu dommage, et que je comprends pourquoi l'Éducation nationale accepte que vous fassiez ce genre de vidéo, parce qu'on ne les met pas vraiment en cause là-dedans. On dit, bon bah les gamins, quand ils charrient, qu'ils se traitent de négro ou de je ne sais quoi, bon bah en fait c'est entre eux. C'est pas, nous on n'est pas dedans, on n'est pas concernés. Et je trouve ça vraiment dommage que ça n'apparaisse pas. Les enfants qui aiment ça, ils ne vont pas être traités du tout de la même manière. Oui. Je pense que c'est une cause de valeur. C'est inconscient ou c'est inconscient? Déjà de mettre la profession des parents. Il y a quelqu'un avant vous? Quand je le vois, c'est une expérience. Oui. À vous. Bonjour, donc je m'appelle Noria. Je rebondis sur ce que disait la CPE parce que j'étais tout à fait d'accord avec elle. Parce qu'en fonction des modes, on va dire, il y a des catégories qui surgissent de nulle part, etc. Comme si on avait réinventé la poudre. Et c'est vrai que le terme de décrochage, j'ai l'impression que les décrocheurs, ce sont plutôt les élèves qui sont issus de milieux modestes, notamment non blancs, qui réussissent. Ce sont eux les décrocheurs. Parce qu'il y a une machine à exclure. Il y a une machine à créer de la hiérarchie et que certains vont réussir à force d'obstination et parce que leur famille et parce qu'ils vont faire des bonnes rencontres. Et finalement, nous, on décroche de cette machine à exclure. Mais finalement, tous ceux qu'on appelle les décrocheurs sont qu'un des attendus, en fait. Ils ne sont que la suite logique de cette structure. J'ai rencontré
une personne qui s'occupe du programme de réussite éducative d'une commune. Et elle me disait que il y a le 115 de Paris. Vous connaissez le 115 ? C'est un peu le dispositif qui loge les personnes qui sont sans domicile fixe. Voilà. Le 115 de Paris n'accueille pas tous ces SDF sur son territoire, donc Paris intramuros. Il les envoie des fois dans des foyers qui se trouvent en proche banlieue. Mais sauf qu'ensuite, il y a une rivalité entre guillemets entre la commune accueillante et Paris sur qui va scolariser les enfants des familles qui sont accueillies dans le foyer d'hébergement d'urgence. Donc par exemple, il peut arriver que une famille elle va arriver dans un foyer du 115 dans une commune de la proche banlieue. Et puis ce que fait la famille, en général, c'est ce que disent les programmes de réussite éducative, c'est qu'ils ont vraiment à cœur la réussite de leur enfant. Donc ce qu'ils font, ils vont dans la ville où se trouve le foyer pour l'inscrire. Et souvent, la ville va refuser parce qu'elle se dit si je scolarise l'enfant, la famille elle va vouloir rester. Oui, donc ça va générer beaucoup plus de dépenses en matière sociale, en matière vous imaginez tout ce que ça peut coûter, une nouvelle famille dans une commune. Et donc, des fois, on va refuser un droit qui est quand même fondamental, qui est celui d'aller à l'école. Donc ça peut aller même jusque-là. Donc des familles qui ont tout perdu, on leur retire même le droit de scolariser leur enfant. Bon, je voulais juste dire que je pense que le décrochage, pour rester sur le terme qui est aujourd'hui, je pense qu'il commence vraiment dès la maternelle. En fait, le fait déjà d'être dans une CSP plutôt faible, parce que les habitants des quartiers prioritaires, ils sont plutôt des CSP faibles. Donc, on va être tous ensemble dans un quartier regroupé. Donc, déjà, il y a une répartition géographique qui fait que toutes les mêmes populations se retrouvent tous ensemble dans un même quartier. Dans un même quartier, il y a une carte la carte scolaire. Donc, on va aller tous dans les mêmes écoles. Donc déjà, si vous voulez, la discrimination, elle se fait déjà à la base, parce qu'on ne peut pas échapper à ça. Je veux dire, une CSP faible, elle ne va pas mettre son enfant en école privée, à moins vraiment de sacrifier tout le reste de la famille pour... et puis en plus, c'est pas dit que ça va spécialement porter des fruits, parce qu'il y a beaucoup d'éléments discriminatoires qui entourent les habitants de ces quartiers. C'est pas dit que c'est parce qu'ils vont tout miser sur une école privée ou quoi que ça va faire réussir leurs enfants. Et ces enfants-là aussi, souvent, il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration, puisqu'il y a une répartition spatiale en fonction des origines ethniques, clairement. Et ces enfants-là, des fois, à la maison, ils ne parlent pas forcément aussi la langue maternelle est beaucoup utilisée. Et le problème, c'est que quand on rentre à la maternelle, le système éducatif, il part du postulat que tous les enfants rentrent avec le même bagage culturel, le même niveau de langage, etc. Et il y a déjà un décalage, à mon avis, à ce niveau-là, parce qu'il y a le système éducatif, vous me corrigez si je me trompe, les enseignants qui connaissent un peu, il repose bien sur la maîtrise de la langue déjà. Donc un enfant qui rentre et qui n'a pas la même maîtrise de la langue qu'un autre enfant, il part déjà qu'un décalage de l'apprentissage. Donc il y a beaucoup de phénomènes discriminatoires qui sont pas, qui commencent très très tôt, et si on devait les décortiquer, je pense qu'on pourrait y passer toute la soirée. Vous avez dit que vous n'aviez pas une grande marge de manœuvre pour aborder les questions justement un peu actuellement qui forment un peu les débats et notre société actuelle, qui sont justement la discrimination et autres. Je trouve que moi, de vision d'élève, justement, vous avez quand même une marge de manœuvre qui, on ne peut pas la nommer. En fait, c'est une marge de manœuvre en fait où vous formez quand même une grande partie de notre quotidien, et vous, sans vous en rendre compte et sans nous-mêmes nous en rendre compte, vous cadrez une grande partie de notre pensée dès le début, même dès la maternelle, sachant que c'est un suivi qui commence déjà depuis tout petit normalement, jusqu'à très grand, et donc on arrive forcément dans un suivi qui fait que vos pensées influencent les pensées des élèves, et les attitudes que peuvent avoir certains profs peuvent blesser certains élèves, comme renforcer une pensée d'un autre élève qui peut être totalement inverse à celui qui a été blessé. C'est pour ça que là-dessus, vous avez un champ de manœuvre qui est quand même assez grand.
sans en être un en fait. Merci. L'échec scolaire en amont. C'est-à-dire que les problèmes de scolarité, ils ne se jouent pas au même moment pour tous les élèves. La scolarité, c'est une corde, une espèce de corde. Là, il faut arriver à monter, à accrocher la corde et arriver jusqu'en haut pour sortir musclé, prêt à affronter la vie, mais surtout diplômé, préparé, etc. Et en fait, le cœur du problème, selon moi, il n'est pas tant dans le décrochage, il est dans le non-accrochage. Et c'est pas pareil. Le décrochage, c'est quand on s'est accroché et qu'on a lâché à un moment donné. Ça arrive généralement au début du collège. Quand on regarde les trajectoires, quand on accroche en primaire, ça tient. Dès le début du collège, ça commence à devenir difficile et ça s'empire. On a des études là-dessus. Et puis après, ça ne se rattrape pas. Mais il y a un premier moment qu'on a un peu zappé, qui est la question de l'accrochage scolaire. Et la plupart de nos enfants, dans les quartiers populaires, blanc ou pas blanc, c'est pas la question. Pour les CSP moins. Blanc ou pas blanc, c'est pas la question. Au niveau de l'accrochage à l'école. Et en fait, ça se joue comment? Ça se joue à deux niveaux. Au niveau du nombre de mots, les savoir-faire, la méthodologie. Combien d'enfants ne savent pas travailler? Ils ont l'intelligence, ils ont l'envie, les parents ont l'envie, ils n'ont pas la méthode. Et c'est ça la clé. Pourquoi les enfants d'enseignants, c'est une caste statistique? Parce qu'ils ont tout. Ils connaissent l'institution, ils connaissent la méthode, ils savent la transmettre et ils savent accompagner. C'est là en fait. Il y a deux niveaux. Début du collège, il faut mettre le paquet, il faut réorganiser le collège différemment en termes de suivi. Parce qu'on en perd énormément. Et début du primaire, pendant la maternelle où les choses se préparent. Moi, je fais beaucoup de villes, de par mon métier. Je regarde un peu ce qui se fait au niveau réussite éducative, politique scolaire. C'est quoi ton métier? Sociologue. D'accord. Et je donne beaucoup de conférences. Et en fait, ce qui me frappe, vraiment, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point il n'y a aucun dispositif social, aucun dispositif scolaire pour faire de l'accompagnement, de l'accrochage scolaire. L'accrochage, c'est très très tôt. C'est avec les parents, chez eux. Donc le jour où on voudra vraiment réduire les inégalités scolaires, ça passera par là. Tant qu'on ne fait pas ça, on gère les patates chaudes, on compense, on met des pansements sur des fractures. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que depuis 40 ans, on connaît comment fonctionnent les inégalités scolaires, on n'a pas agi dessus. Du coup, je ne vais pas donner tout de suite ce que moi, j'imagine de la définition de l'éducation populaire. Je voudrais juste dire que, d'abord, pour moi, décrochage scolaire, tout ça, c'est ça qui fait que l'institution marche en fait. Ils ont besoin de ce truc-là parce que de toute manière, c'est construit de telle façon que tout le monde ne peut pas avoir accès à tout de la même manière, à égalité, parce que quand on voit, c'est comme pour moi, l'école, le collège, le lycée, l'université, ça marche comme un espèce d'entonnoir à l'envers, quoi. C'est-à-dire, ok, d'accord, on va donner, l'école est obligatoire, machin, mais en vrai, dès qu'on passe au collège, enfin, déjà à la 6e, il y en a qui vont partir au SECPA, donc voilà, il va y avoir une catégorie qu'on va mettre, qu'on va mettre sur le côté, et puis hop, après c'est l'orientation, hop, on commence à rétrécir, et puis après, il y a l'université, il y a comment ça s'appelle, il y a les grandes écoles, la prépa, enfin tout ça, c'est fait ensemble. Puis bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on ne pourra rien faire tant qu'on travaillera dans l'institution, pour moi, ça c'est clair, parce que quand on voit les enseignants qui sont affectés dans les quartiers populaires, dans banlieues parisiennes et dans d'autres quartiers, ce sont effectivement pratiquement tous des blancs qui viennent de province, qui ne sont pas donc issus de l'immigration, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vécu ces violences, qui ne sont pas concernés par tout ça. Leur seule ouverture sur ces quartiers populaires, c'est la télé. C'est ce qu'ils écoutent dans les médias, dans les radios. Donc en vrai, ils vont avoir ce comportement-là de missionnaire, ce que tu racontais tout à l'heure, et de vouloir civiliser. Et de même moi l'année dernière, j'ai un collègue qui disait à un gamin, continue à faire des bêtises, tu es en train de déjà remplir ton casier judiciaire. Le mec, il parlait comme un flic. Cette année, le gamin, il a fait une tentative de suicide, il a voulu se défenestrer. Et qu'est-ce qu'on a apporté comme réponse? On a changé d'école. Dans le même quartier, pas très loin. Alors que son dossier est remonté, il n'est jamais redescendu. Services sociaux, il n'y a plus rien, c'est coquille vide. Donc, du coup, moi, quand je regarde tout ça, et je me dis, et là je vais arriver sur l'éducation populaire,
quand on regarde en fait l'histoire de l'école, comment elle est arrivée en fait, pourquoi l'école gratuite, tout ça, et je ne m'y connais pas grand chose, les profs d'histoire, tout ça, pour peut-être recadrer. Mais de ce que j'ai compris, c'est donc à l'époque, il n'y avait pas d'école gratuite. Les enfants d'ouvriers, tout ça, c'était dans la rue, enfin, c'était voilà, le quartier, tout ça. Et il y a eu la Commune de Paris, et puis à un moment, les ouvriers ont dit problème, il va falloir qu'on éduque nos gamins parce que là, il y a le pouvoir qui est en haut, il faut qu'ils aient l'esprit critique, il faut qu'ils soient. Voilà, tout ça, quoi. Il faut qu'ils soient. Qu'ils puissent se défendre et tout. Ils ont commencé à faire ça, par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Le peuple pour lui-même et par lui. Dans les bourses de travail. Endroit complètement déserté aujourd'hui. Jules Ferry est arrivé 10 ans après, il a dit ok, on va faire l'école gratuite, mais c'est nous qui faisons les programmes, les compétences, les trucs, machin, ça va être régulé par nous, quoi, par nos méthodes. Et au final, quand on voit, ça a toujours été comme ça l'école. C'est, moi j'arrive, je suis la chef. Les gamins, ils doivent m'obéir. Ils exécutent, je leur demande pas de réfléchir, et je leur donne l'exercice. Le savoir, on parlait de méthodologie tout à l'heure, le savoir, il descend d'en haut, il part pas par le bas en fait. Donc tout est fait, en fait c'est, en gros, on apprend aux gamins à devenir des exécutants pour que plus tard, quand ils deviennent adultes, les blancs, ils vont refaire, perpétuer les mêmes choses, les autres, ils vont aller... Enfin, voilà, ils vont se dire oui, ils vont perpétuer un système, en fait, c'est ça. Ils reproduisent, quoi. C'est pour ça, là, on parle d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est reprendre un peu cette idée que les quartiers, ils doivent, à nous-mêmes, les racisés, les concernés, éduquer nos propres enfants, leur raconter nos propres histoires, l'histoire de nos luttes. Je sais pas, moi, je prends n'importe quoi, un truc qui me vient dans la tête, dans le quartier, quelque chose qui s'est cassé, on a besoin de tous, parce que c'est pour le bien de la communauté de reconstruire, on va faire appel à des mathématiques, à la géométrie, à des trucs, les sciences, enfin, le supermarché, il faut qu'on boycotte, c'est trop cher, c'est plein de pesticides, on va planter nous-mêmes, on travaille avec les sciences, la graine, machin truc. Et c'est comme ça que les apprentissages vont arriver, et qu'on va avoir la méthodologie, qu'on va avoir le désir, parce qu'en plus, ça sert la communauté. D'accord. Donc, ça, c'est notre rôle à nous. Et je me demande, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas encore, et ça, c'est pour être un peu dans les perspectives, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place maintenant qu'on est au courant de toute l'affaire, pourquoi on ne créerait pas un collectif d'enseignants racisés ou pas, un peu tout. Oui, mais c'est bien que, ou pas, on peut avoir des alliés, mais il faut toujours avoir conscience que quand dans un collectif, un groupe de personnes non concernées est plus grand que de personnes, enfin c'est mon avis. Que nos parents parlent des langues maternelles. En fait, ça a été prouvé que ça n'a aucun impact. Quand bien même t'arrives, enfin moi je l'ai vécu, quand même t'arrives, tu sais pas parler le français, en fait ça se rattrape super vite. Quand t'es petite, t'es une éponge. Ça va très vite. En maternelle surtout, tu vas apprendre plusieurs langues quand t'es petit. Et en fait, c'est parce que comme c'est du soniké, c'est de l'arabe, c'est du kabyle, du bambara, etc., tout de suite, en fait, c'est des langues stigmatisées. En fait, le problème, l'enfant, c'est quand il intériorise le fait qu'il sait que la langue de sa mère et de son père, elle est stigmatisée. C'est là que ça va créer des problèmes et que quand tu vas à l'école, il va pas être bien. Parce qu'évidemment que quand ta langue maternelle, ça a été le suédois, ça a été l'anglais, ça a été même le japonais, la vérité, comment c'est valorisé par les élites et tout, il y a regardez Pécresse qui se vante de parler le japonais, c'est clair que t'arrives pas pareil à l'école, t'arrives fort en fait, parce que tu sais que ton identité, ta culture, la langue que tu parles chez toi, elle est valorisée, mais l'arabe, comment c'est stigmatisé, comment on voit des parents qui deviennent hystériques parce que Najat Vallaud-Belkacem elle a mis l'arabe optionnel en CP. Ils ont pété un câble. Vraiment, on a vu les gens, ils étaient sincères là. Ils allaient se suicider. Ils ont dit comment ça ils mettent de l'arabe. Et le truc c'est que c'est ça, c'est que les enfants, et ça je le sais, on l'a tous vécu, on le sait nous. Comment on le sait, voilà, on a un peu honte, comme on a eu honte peut-être de la langue de nos parents. Alors qu'en fait, il faut surtout pas. Et en fait, c'est 20% c'est l'école, le reste à la maison. Voilà, ça passe à travers nos langues, notre histoire, ce que tu disais, nos luttes, etc., en attendant d'une société, comme tu dis, égalitaire. Mais ça doit passer par là. Sur l'histoire des REP+, moi j'ai enseigné en REP+, aussi. C'est marrant parce qu'à chaque fois dans le discours médiatique dominant, on dit qu'il y a plus de moyens qui sont alloués aux REP+. Ils ont tout et ils font rien, regardez, ils font rien, etc. Au-delà de la question sociale, ce que tu disais, c'est clair, c'est très dominant, mais en fait en réalité c'est pas vrai. Il n'y a pas plus de moyens dans les REP+, c'est faux. Parce que quand on regarde, ce qui coûte le plus cher, c'est notamment le salaire des profs. En fait, ceux qui arrivent dans les REP+, c'est des jeunes profs qui sont en début de carrière.
et qui n'ont pas des hauts salaires. Alors que tous les profs agrégés, etc., certifiés, ils travaillent dans des collèges ou dans des lycées réputés, plutôt dans les beaux quartiers. C'est eux qui coûtent le plus cher en réalité. Par exemple, dans les REP+, on trouve une surreprésentation des contractuels. C'est impressionnant le nombre de contractuels qu'il y a dans les REP+. Alors parfois les contractuels ils sont bien mieux que des titulaires, ça c'est clair. Et souvent parce qu'ils ont une autre formation, etc. Ils n'ont pas été justement brimés et formatés, souvent ils le font mieux. Mais il y a une surreprésentation de ces gens-là. Un contractuel ou un vacataire, il faut savoir qu'il est bombardé, littéralement parachuté. Donc comment ça il y a plus de moyens dans les REP+, etc. On le voit ça, d'accord. Par exemple dans les REP+, c'est censé, les élèves sont censés faire moins d'heures au collège pour faire des sorties culturelles, etc. Parce que voilà, l'école a fait l'analyse qu'en fait il y a une inégalité à ce niveau-là, ce que je disais tout à l'heure, et que ça joue beaucoup sur la culture générale de la réussite scolaire. D'ailleurs, les concours d'entrée aux grandes écoles, c'est beaucoup basé sur la culture générale. Et donc, ils se disent, voilà, on va les emmener à la traditionnelle sortie du Louvre, au Philharmonique, je sais pas quoi, etc. Sauf que même ça, il faut une formation spécifique en réalité. Moi, j'ai vu des budgets qui n'ont pas été touchés presque à la moitié. D'accord ? Ils restent comme ça, à la fin ça finit en prime à la fin de l'année entre profs. Moi je l'ai vu ça dans des REP+. Parce que même ça il faut une formation spécifique, limite une formation de travailleur social en réalité. Et donc c'est vraiment, parce que quand je dis que c'est systémique, c'est vraiment systémique. Et il faut vraiment démonter tout le discours à 2 balles sur les REP+, etc., qu'ils ont tous les moyens et qu'ils en profitent pas. Et parfois, il y a eu toujours des courants minoritaires pédagogiques qui ont existé. Ce qui veut dire que les solutions pédagogiques, par exemple, à ton histoire de fiche de début d'année, moi je peux le fournir, il y a un outil pédagogique qui existe, qui est une fiche de début d'année dans laquelle on demande aux gens de dire comment ils vont, comment ils se sentent. Voilà, on parle là-dessus. Toi, tu arrives dans une classe nouvelle. Quel est ton état d'esprit, comment tu fais cette rentrée-là? Simplement ça. Et on part pas sur la stigmatisation dès le départ. Bon, voilà un exemple. Mais de même, il y a des outils. On sait que l'outil de notation français est un outil de stigmatisation qui sert à dire aux gens tu es nul, tu es nul, tu es nul, et de leur répéter un nombre de fois suffisant pour qu'ils le comprennent. Il y a eu à un moment donné une vague idée qu'on pourrait peut-être la supprimer, cette notation au collège, etc. Najette, elle a tout de suite reculé parce qu'il y a besoin d'un instrument pédagogique de coercition sociale. Voilà. Quand dans un réseau, aussi bien à l'école primaire que au collège ensuite, des institutions de ce type-là se mettent en place qui donnent un certain pouvoir d'expression aux enfants, on sort un tout petit peu de la logique. Simplement, l'impression que j'ai pour avoir suivi des classes comme référent pédagogique pendant un certain temps, c'est que on s'engouffre sur un truc qui va durer en moyenne 3 ans, et au bout des 3 ans, la classe qui fonctionnait comme ça est supprimée pour des raisons budgétaires ou je sais pas quoi, ou le truc, voilà. Voilà. Les outils pédagogiques existent, mais on ne veut pas les utiliser. En pédagogie freinée, avoir fait des congrès, il n'y a pas plus islamophobe que ces enseignants-là qui sont dans ce truc-là. Je les ai entendus parler après l'événement de Charlie Hebdo. C'était que des blancs en fait. C'est pour ça que je dis à un moment donné, ça suffit pas. Ok, pour l'autonomie, tout ça, certes, mais à un moment donné, à nous aussi pour raconter notre histoire, parce qu'ils ne nous couperont pas. Parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire. Donc c'est à nous de le faire. Et ils n'ont pas envie de lâcher leurs privilèges aussi. Mais l'idée de départ c'était ça, c'était de créer un fichier national qui suit l'élève de son entrée en maternelle jusqu'en terminale. D'accord. Et que le fichier soit donc passe par la municipalité et qu'il soit en lien avec la police, après, etc. Donc moi j'étais représentante de parents d'élèves et je me suis énormément impliquée contre l'utilisation de ce fichier et ça a été très compliqué vis-à-vis de l'école. D'obliger l'école à dire ben non, vous dites aux parents qu'ils ne sont pas obligés de remplir, et moi jusqu'à présent je mets mon numéro de téléphone, mon nom, celui de mon mari, nos numéros de portable, et si vous avez besoin d'autre chose, ben vous m'appelez. Parce que, pardon, alors moi c'est pour ça que moi je suis un peu troublée par ce que vous dites finalement, parce que c'était tout mon combat de dire aux professeurs, dès lors qu'il y a un souci, s'il doit y avoir un souci, eh ben, vous prenez contact avec la famille. Parce que moi j'habite à Chelles, je suis à une dizaine de kilomètres d'ici, donc j'étais nouvelle habitante en plus donc, dans la ville.
Et moi, par la nature de mon métier, je travaille chez moi. Donc quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai été au chômage pendant 3 mois. Et donc c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, dans ces cas-là, si j'avais rempli sans emploi ou au chômage, qu'est-ce que vous auriez pensé? Elle est sans emploi, en plus il s'appelle Amine, son fils, alors là ça commence à faire beaucoup. Alors en plus on peut imaginer qu'il parle arabe forcément, enfin bon voilà. Et donc ça a été tout, parce qu'elle me dit, et ça c'était pendant les conseils d'école, ces discussions-là, et ça a été du fight tout le temps, déjà pour obliger le directeur à mettre une mention en bas facultatif, remplissage facultatif. Toi tu réussis, toi t'as un bon point, donc t'as raté, t'as rien du tout. Et tu vois déjà la concurrence dès le départ, alors que je pense que le rôle des professeurs et des instituts, c'est de les aider à réussir tous ensemble, de les pousser tous ensemble vers le haut, et de ne pas en laisser un derrière en roue libre. Et c'est vraiment de les pousser tous ensemble. Je vois que dans certaines cultures... On m'a dit que tu peux pas aider tout le monde, je tiens à madame. Ça c'est pas possible, c'est faux. Et des cultures comme au Japon par exemple, où quand il y a un enfant qui est en difficulté, et en fait, ils vont attendre qu'il réussisse et qu'il arrive au même niveau de tous les enfants pour pouvoir avancer ensemble. Ils ne le laissent pas en roue libre, et il n'a qu'une du retard. Alors oui, effectivement, on essaye à notre petit niveau d'essayer des fois de réconcilier les élèves avec l'école, etc. Sauf qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que par exemple, quand on voit les différents messages de la ministre de l'Éducation nationale, souvent, on va nous mettre déjà en premier lieu, c'est la charte de la laïcité. On va nous dire que vous êtes des agents justement de la bien-pensance, c'est vous qui allez justement apporter un petit peu cette idée, comme disait notre collègue, la civilisation. Voilà. Et malheureusement, c'est vrai que... moi, je pense que moi, en tout cas, personnellement, dans ma salle de classe, j'ai pas ce champ d'expression. Il faut être formé. Alors, c'est pas une question de formation, je pense. Je pense que déjà, dès la base, c'est pas ce qui est attendu de nous. On nous met en opposition déjà dès le début avec les élèves. Pour dire qu'on peut pas le faire comme ça, c'est impossible. Voilà. Et de toute manière, faut voir déjà, même ne serait-ce que certains manuels scolaires, notamment. Pour parler des collègues d'histoire, je sais qu'il y a des historiens qui vont rédiger des manuels scolaires pour réconcilier les jeunes issus, les jeunes qui rejettent l'institution, qui rejettent l'identité française, pour parler justement de ces jeunes issus d'immigration. Et ces manuels sont là pour les réconcilier. Et c'est des personnes qui vont mettre en avant la colonisation comme élément bienfaiteur. Donc quel est le message? Voilà, donc quel est le message qu'on envoie au petit jeune qui est d'origine algérienne, à qui on dit grâce à toi, grâce à Jules Ferry, on a porté l'école dans ton pays d'origine, et donc on a développé des infrastructures, on a créé des hôpitaux. Donc déjà on est en opposition enfin nous en tout cas on nous met en opposition avec ces élèves, avec le public justement qu'on est supposé servir, et forcément ça participe à ce décrochage scolaire. Et finalement, à un moment donné, je me rends compte que c'est nécessaire de savoir qui on a en face de nous, qui sont nos élèves, parce que finalement, quand on sait qu'on a un élève qui est en foyer, ou quand on sait qu'on a un élève qui a perdu sa petite sœur récemment, etc., on ne peut pas avoir la même attitude face à cet élève qui est en grande difficulté, qui est en souffrance et qui finalement, naturellement, va décrocher. C'est tout à fait normal. On a notre petit référentiel à suivre, etc. Mais à travers, je parle en lycée professionnel, en tout cas, on a des ateliers d'accompagnement personnalisé, on fait du tutorat aussi avec nos élèves, et là, dans le cadre justement de ces démarches un petit peu individuelles, on peut commencer un petit peu à aider nos élèves et à leur permettre un petit peu je vais pas dire de sortir de leurs difficultés, mais de plus les voir comme des élèves et de plus les encadrer dans cette un petit peu matrice un petit peu formelle qui est le système que nous impose l'éducation nationale, en fait. Donc voilà, moi je pense quand même que c'est important de connaître un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc on reviendrait à l'humain, en fait, entre les élèves, les parents, l'enseignement et l'institution. Donc je vous laisse continuer à discuter ensemble.
pense qu'il y a sûrement des choses à vous dire, mais après, on verra avec Léo s'il y a d'autres débats à venir sur le même sujet ou pas. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aussi tard et d'avoir été si patient. Bonne soirée, merci. Oui, l'émission Disons-nous les choses, Palabre Show, on est en direct de Villiers-sur-Marne avec les co-organisatrices de l'événement Nos quartiers et l'éducation nationale, donc de l'association Les Égaux. Donc comment allez-vous ? Très bien, merci. Ça va. D'accord. Aujourd'hui, donc, vous avez projeté votre documentaire sous forme de série d'interviews, je crois. Parlez-nous un peu de ce documentaire. Du coup, c'est une série. En fait, on l'a pas conçu tout à fait comme un docu, mais ce sont des interviews, donc j'imagine que ça peut un peu s'y apparenter. C'est une série de 5 petites vidéos, entre 5 à 10 minutes, et on les a réalisées avec des élèves de 3e qui sont portés volontaires pour participer à un projet de lutte contre les discriminations. Et donc, à l'issue de ce projet, on les a interrogés sur plusieurs questions ayant attrait à leur expérience de la discrimination, à la manière dont ils vivent leurs identités, à la manière dont ils vivent l'école. Et puis voilà, un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on les a interrogés. Et du coup, c'est des vidéos qu'on peut regarder sur YouTube. Voilà. Il suffit de taper Les Égaux ou le nom du projet, la discrimination. Et voilà, elles sont en ligne, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti aujourd'hui des échanges qu'il y a eu après la diffusion de ces séries d'interviews ? Peut-être pour moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'échange de différentes perspectives, parce qu'on avait une élève, des enseignants, CPE, nous qui sommes une association extérieure, des parents d'élèves, qu'on fait part de leur... de la violence en fait qu'ils observent tous, et du coup ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'était peut-être la proposition d'un groupe qui parlerait par lui-même, et c'est vrai que ça... Ouais. Non, c'était chouette, ces regards croisés en fait, et c'est ça qui était vraiment chouette, parce qu'il y a peu d'espace en fait où on peut discuter avec des profs, avec des parents, avec des instituts, avec des assos, avec des gens qui sont juste intéressés à ces questions-là, et du coup c'était vraiment cool. D'accord. Donc vous avez parlé de violence justement ressentie par les différentes personnes. Est-ce que vous l'avez ressenti justement dans ce collège de la part de ces élèves ? Pas de la part des élèves, mais par contre beaucoup de la part du corps enseignant. Et en fait, pour nous, ça a été d'ailleurs assez dur, même pour nous, en fait, sur le plan émotionnel, d'être des témoins de ces violences, de la microagression quotidienne, quoi. Ça a vraiment été dans le projet tout le temps. Ouais. Et concernant ce projet, est-ce qu'il est amené à être utilisé justement dans les différents établissements? Vous avez des projets justement pour pouvoir, je vais pas dire promotionner ce document, mais ces séries, mais tout simplement le faire connaître et pouvoir travailler, s'en servir comme outil de travail à la discrimination justement? Après, l'idée c'est que en fait, c'est en accès libre sur YouTube, donc nous on le conçoit comme une ressource en fait, comme une ressource pour aborder ces questions-là. Donc en fait, toute personne qui serait intéressée à aborder la question des discriminations, et parce qu'on sait que souvent on ne sait pas trop par quel angle aborder, et on a peu de paroles d'adolescents pour parler de discrimination auprès d'adolescents. Donc pour nous c'était un peu cette idée-là. Après voilà, chacun et chacune peut s'en saisir et pour son propre projet, et puis nous on fait un travail de diffusion à notre propre échelle, mais ouais, l'idée c'est que c'est en accès libre de toute façon. D'accord. Je vous remercie pour d'être venu, parce que je fais partie également d'un média local qui s'appelle Villiers 94 officiel, et de pouvoir justement recueillir ce genre d'événements, ça permet justement d'échanger, d'avoir des regards croisés, comme vous l'avez dit précédemment, sur les expériences qu'on a tous vécues, tous et toutes. Et donc un grand merci encore, et puis à bientôt. Donc en direct de Villiers-sur-Marne, on sort tout juste d'un événement qui s'intitule Nos quartiers et l'éducation nationale. Donc je suis avec certains des intervenants de ce soir. Donc je vais simplement vous demander votre ressenti sur cette soirée.
Tout d'abord, merci à l'association 50-50 de nous avoir invités. Moi, mon ressenti, c'était très intéressant. C'est toujours une bonne occasion en fait de rencontrer des parents, des familles, en fait, ce qu'on appelle les usagers, parce que nous, on est quand même pas mal enfermés dans nos propres usages, nos propres réflexions. Donc, c'est bien aussi d'entendre à la fois les critiques et les points positifs, même s'il n'y en a pas beaucoup concernant l'école. Donc, c'était intéressant. Il aurait fallu que ce soit plus long. Je crois qu'il faudrait une semaine entière en fait pour pouvoir justement déconstruire certaines choses et puis aller au fond des réflexions, proposer des choses concrètes, parce que ça je pense qu'on en a aussi besoin, au-delà des constats qu'on partage un petit peu tous, et voilà. Mais donc c'est à refaire et c'était intéressant. Ça y est. Alors moi je tiens particulièrement à remercier notre ami Mams et l'association 50-50, ainsi que l'association, j'ai oublié le nom. Les Égaux. Avec un Z. Voilà, avec un Z, d'avoir organisé ce genre d'événement qui, effectivement, soulève des problèmes que tout le monde a en tête, mais malheureusement qu'on verbalise pas suffisamment. Et c'est vrai que ça me rassure, moi, de voir qu'on a quand même des collègues qui sont sur la même longueur d'onde que nous, qui sont prêts à justement œuvrer pour essayer de répondre à ces problèmes qui, malheureusement, sont dramatiques et touchent toute notre population. Et je pense que à partir des constats qu'on a pu faire aujourd'hui, on peut créer quelque chose, en tout cas réunir les ressources, se réunir chacun, faire des groupes de travaux et pouvoir justement répondre à certaines problématiques. Alors, je sais qu'on ne pourra pas tout régler, mais je pense qu'on a les capacités de faire quelque chose. Voilà. Donc merci pour cette invitation. Oui, alors c'était vraiment super ce soir. Franchement, bravo à l'association. Moi, j'ai pas il y a rien à dire de plus par rapport à ce qui vient d'être dit, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a pu parler sans tabou, sans langue de bois. Vraiment, on a pu dire ce qu'on pensait, et c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir s'exprimer librement d'un point de vue politique, surtout sur des questions, voilà, où on essaye de sortir un peu, parce que souvent la question de l'école d'éducation populaire, enfin les quartiers populaires et l'éducation nationale, souvent c'est des débats un peu stéréotypés, c'est toujours la même chose qu'on entend, etc. On sait tous le truc, voilà, où c'est biaisé dès le départ. Là, ce qui était bien, c'est qu'on a pu vraiment aller dans le fond des choses et aborder, par exemple, la question d'un point de vue racial, ce qu'on ne peut pas faire d'habitude. Et là, on a pu le faire tranquillement et voilà, c'était vraiment, on était en famille là, on était bien. C'est dans un endroit sécure, comme on dit. Et donc c'était vraiment une super soirée. Donc c'était Disons-nous les choses, Palabre Show. Donc c'est un premier numéro sur l'éducation nationale. Il y aura certainement d'autres événements. Vous serez tenus au courant très très prochainement. Merci, à très bientôt.